Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Gwenaëlle Thébault, je dirige le groupe Marie-Claire et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle session de notre think tank Marie-Claire, Agir pour l'égalité. Alors depuis 3 ans maintenant, nous travaillons ensemble en faveur d'une société plus égalitaire, où la place des femmes serait davantage reconnue et prise en compte. Et vous le savez, dans nos échanges et réflexions sur leurs conditions, nous sommes souvent amenés à ouvrir le débat sur la question de la diversité et de l'inclusion. Car l'égalité et la diversité sont deux combats qui se rejoignent et qu'il existe bien un enjeu d'intersectionnalité. Eh bien, c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui en abordant successivement le rôle des médias, de la culture et des entreprises. Alors, qu'est-ce que la diversité? Comme vous le savez, la diversité peut prendre différentes formes. La plus connue, bien sûr, c'est celle de genre que nous abordons régulièrement à travers nos sessions. Mais en réalité, la diversité est une question beaucoup plus vaste qui recouvre les différentes origines sociales et culturelles, les différentes générations, le handicap, les orientations sexuelles, l'apparence physique ou encore la religion, qui reste souvent un tabou, notamment dans le monde du travail. Pour les femmes et les handicapés, vous le savez, les politiques publiques ont déjà mis en place des dispositifs incitant les entreprises à faire des efforts à travers des quotas, par exemple. Je pense notamment à la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration ou encore à l'obligation faite aux entreprises du secteur privé d'employer 6% de travailleurs handicapés. Mais qu'en est-il pour les autres? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont ouvert les yeux sur la nécessité d'avoir une richesse de profils au sein de leurs équipes. L'index d'égalité salariale mis en place par Muriel Pénicaud a certainement renforcé cette prise de conscience collective en faveur de davantage d'inclusion. Et de la même façon, l'index de diversité en cours de création par le ministère d'Elisabeth Moreno sera peut-être un outil de plus pour faire bouger les lignes. Mais comment nos entreprises peuvent s'emparer du sujet et promouvoir concrètement davantage de diversité et d'inclusion? Et comment nos médias et le monde de la culture peuvent-ils eux aussi contribuer à développer une culture plus forte de l'égalité et de la diversité? Deux questions dont nous allons débattre ensemble ce matin, en présence de grands professionnels du secteur que je remercie tous de leur participation. Alors malheureusement, Roselyne Bachelot, qui devait être des nôtres ce matin, a dû décliner hier pour des raisons impérieuses d'agenda. Néanmoins, cela n'entamera pas notre débat et pour l'engager, eh bien, je passe la parole à Valérie Offenberg, présidente du Connecting Leaders Club et cofondatrice du think tank avec Marie-Claire. Bonne Merci matinée à beaucoup. tous. Merci beaucoup, chère Gwenaëlle. Je suis également ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session du think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. Cette session qui va s'articuler autour de 2 tables rondes. Donc, la première qui a donc pour thème comment les médias et la culture peuvent-ils contribuer à promouvoir une culture de l'égalité et de la diversité. Cette table ronde sera donc modérée par Catherine Durand, qui est donc la rédactrice en chef adjointe Société de Marie-Claire. Et ensuite, une deuxième table ronde que j'aurai le plaisir de modérer, qui commencera à 11 heures, qui aura donc de 11 heures à 12 heures, qui aura pour titre « Comment les entreprises peuvent-elles promouvoir concrètement une culture inclusive ?» Vous savez également que vous pouvez réagir sur le côté en appuyant sur l'icône chat ou discussion de Zoom et donc pouvoir contribuer à ce débat, à la fois en partageant vos réactions, vos questions ou vos propositions concrètes, puisque vous savez que c'est le maître mot de notre think tank, c'est s'inscrire dans le concret. Je laisse immédiatement la parole à Catherine, qui va avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter nos premiers invités. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Catherine Alvarez, qui est la directrice de l'unité documentaire de France Télévisions, Hélène Edzi, qui est présidente de Walt Disney Company France et General Manager au segment média, Perrine Tarnot, qui est directrice de la formation parlementaire de Public Sénat, et Zaya Ziouani, chef d'orchestre, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, lors des précédents think tanks, on avait quand même déjà évoqué la culture et je voulais juste prendre quelques chiffres qui, je pense, sont toujours d'actualité. On ne compte qu'un tiers de femmes au poste de direction de la sphère culturelle en France, aucune femme directrice musicale d'un orchestre permanent en France, seuls 4% des chefs d'orchestre programmés dans les institutions musicales en France sont des femmes.
La pionnière Claire Gibault nous avait dit quand on est chef d'orchestre, on crée son propre ensemble. C'est ce qu'a fait Zaya Ziouani, qui va nous en parler tout à l'heure. J'ajoute quand même que 95% de la programmation dans les festivals est toujours masculine. Alors, évidemment, on se mobilise à Marie-Claire, les associations, on se mobilise aussi. Donc, il y a des avancées. Par exemple, pour le cinéma, le collectif 50-50 a créé en réaction à l'affaire Weinstein, a obtenu avec le CNC une mesure concrète, un bonus financier de 15% supplémentaire pour les films intégrant autant de femmes que d'hommes dans les postes d'encadrement de leur équipe de tournage. Ça a déjà bénéficié à pas mal de films. J'ai vu que j'ai su que le collectif 50-50 collabore notamment, entre autres, avec The Walt Disney Company France. Donc, sa présidente, Hélène Eddy, va nous en parler aussi. Évidemment, à Marie-Claire, nous sommes très mobilisés depuis très longtemps sur l'égalité femmes-hommes et aussi sur la diversité. Je ne sais pas si vous avez vu notre campagne du 8 mars avec 8 couvertures, 8 femmes différentes, 8 femmes de l'espoir. Et j'ai vu aussi que le ministère de la Culture, c'est dommage qu'il ne soit pas là, a choisi un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque pour l'accompagner dans ses efforts de recherche de profils pour des recrutements diversifiés. Ça avance, sauf que quand on regarde au sujet de la télévision, quand on regarde le bilan peu reluisant du CSA, on voit qu'à la télévision, alors je cite, les populations très diplômées, urbaines, blanches, masculines et sans handicap sont toujours surreprésentées. En fait, les personnes perçues comme non blanches sont à peu près de 15%. Voilà. Donc, on va évoquer tout ça dans un contexte très particulier. C'est quand même le contexte de la pandémie. On sait à quel point le monde de la culture est touché. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, une couverture du Parisien sur le monde de demain, vue par des experts que masculins, avait suscité un vrai tollé et Marlène Schiappa avait demandé à une députée, Céline Calvez, un rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Un rapport qu'elle a rendu en septembre. On évoquera quelques-unes de ses propositions à la fin de cette table ronde. Donc, je voulais tout de suite demander à Perrine Tarnot, qui est directrice de l'information parlementaire de Public Sénat. Dans ce contexte de Covid, on en a parlé un peu précédemment, il serait de plus en plus compliqué d'avoir des femmes expertes, qui sont à peu près 36% normalement sur le plateau. Exactement, Catherine. Vous avez eu un propos introductif qui n'était pas très positif autour de la place des femmes dans la culture et dans le monde des médias. Alors, on peut faire juste un petit retour en arrière sur avant la crise Covid, c'est-à-dire avant mars 2020. Il y avait un rapport du CSA qui était plutôt positif puisqu'il montrait que finalement la place des femmes à l'antenne, que ce soit à la radio ou en télévision, avait fortement augmenté sur la dernière décennie pour atteindre un peu plus de 40%. Et c'est vrai que patatras, en fait, la crise Covid, depuis un an, a révélé en fait toute la fragilité de la présence de ces femmes sur nos antennes, puisque tout d'un coup, il est devenu très difficile de trouver des femmes pour intervenir sur nos plateaux. La crise, en fait, a révélé donc toute cette fragilité. On s'est aperçu que le pouvoir médical, notamment tous les experts médicaux, étaient essentiellement des hommes, que tous les postes de responsabilité dans les hôpitaux étaient essentiellement détenus là aussi par des hommes. Donc, tous les experts médicaux auxquels on faisait appel étaient des hommes. La crise aussi a révélé la difficulté, évidemment, pour les femmes de toujours trouver leur juste place entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et le confinement, le télétravail a rendu tout ça extrêmement difficile. Et c'est vrai que je suis contente de pouvoir intervenir ce matin dans cette table ronde parce qu'on avait vraiment envie, nous, Public Sénat, de lancer un appel aux femmes expertes pour leur dire mais mobilisez-vous, organisez-vous, prenez la parole. C'est pas possible que nous, quand on essaye de caster des invités pour nos débats sur des politiques publiques, sur des textes qui sont discutés au Parlement, et on fait appel vraiment à des personnalités de la société civile pour intervenir, on est très souvent que des réponses d'hommes. Donc, il faut que les femmes, à nouveau, reprennent un petit peu ce pouvoir-là, se remobilisent dans cette période toujours de crise, parce qu'on n'en sort pas de cette pandémie Covid, on ne va pas savoir, on est toujours dans l'attente de savoir si on va être reconfiné ou pas, mais il faut que malgré toute la difficulté de cette période, les femmes reprennent un petit peu ce pouvoir-là. Oui, parce qu'il y a des bases de données, je vois une réaction de quelqu'un qui nous écoute. Il y a des bases de données d'expertes aujourd'hui. On a ça, sauf que vous nous disiez que les femmes ont du mal à venir, quoi. Elles ont du mal à s'exprimer, ou elles pensent qu'elles ne sont pas légitimes encore.
Fondamentalement, effectivement, il y a toujours cette question de légitimité qui se pose. Il y a toujours un peu, nous, ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour intervenir? Et on a eu encore un exemple hier, très flagrant. On appelle une parlementaire femme, une parlementaire de Paris, pour intervenir sur un plateau aujourd'hui, sur des sujets vraiment qui la concernent directement. Est-ce que l'Île-de-France va être confinée? Sur des questions d'aussi de police municipale, etc. Enfin, je vous passe les thèmes, mais vraiment, c'était ces sujets de travail. Et elle nous a dit, mais non, mais je ne peux pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer, je ne serai pas prête, etc. Bref. Donc, elle a décliné l'invitation. Dans la foulée, on a donc appelé un autre parlementaire, homme celui-ci. Lui, il ne nous a même pas demandé quel sujet on allait aborder. Il a tout de suite dit, OK, je suis disponible et il sera là sur notre plateau ce soir. Et cet exemple-là, on l'a de façon quotidienne. C'est-à-dire que pour inviter une femme en plateau, il faut souvent passer 6, 7, 8 coups de fil pour avoir une femme en plateau. Les hommes n'ont pas ce problème, ils trouvent très facilement de la place sur leur agenda, ils n'ont pas toujours ce petit souci de savoir s'ils sont légitimes ou pas pour intervenir sur nos plateaux. Donc, voilà, c'est des exemples comme ça très, très réguliers et il faut qu'on puisse travailler tout ensemble pour essayer de voir comment on peut modifier aussi peut-être un peu notre psychologie parce qu'on a tout un boulot à faire sur nous pour savoir si on est suffisamment légitime pour intervenir sur tel ou tel sujet. Les hommes ne se posent jamais ces questions-là, mais vraiment jamais. C'est même pas caricatural de dire ça. Nous, on est nos équipes de bookeuses, de bookers et de bookeuses, de tous ceux qui font le casting de nos plateaux de débat au quotidien sont confrontés tous les jours à ces questions-là. Oui, et il faut que les journalistes ils se réflexent aussi, parce que tous ne l'ont pas. Nous, on est quand même assez concernés, mais tous les journalistes n'ont pas le réflexe d'aller chercher des femmes expertes. Je veux le dire. Oui, alors après, c'est en interne, chacun dans sa rédaction doit aussi se fixer des objectifs chiffrés, précis, voilà, de parité sur son antenne. Enfin, j'imagine qu'on va développer un petit peu tout ça. Mais effectivement, il faut pouvoir après. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place des quotas? C'est dommage que la ministre ne soit pas là pour en discuter. Mais est-ce qu'il faut en tout cas que dans chaque organisation de médias, il y ait des objectifs chiffrés très précis qui soient mis en place? Oui, bien entendu, il faut qu'on s'organise de cette façon-là. Est-ce qu'il existe, je vais intervenir, est-ce qu'il existe un listing, tout simplement, de femmes expertes dans différents domaines Tout à fait. Partagé et qui est partageable avec l'ensemble des médias? Sur Internet, les expertes… de nourrir chacune et chacun, ouais. Voilà, il existe déjà effectivement des bases de données, des guides d'experts, etc. Mais effectivement, je pense que c'est à nous tous aussi de le nourrir régulièrement, de l'enrichir évidemment. Et puis au-delà de ça, de faire vraiment un vrai travail voilà, pour convaincre aussi les femmes de s'engager réellement et de prendre publiquement la parole. Parce qu'il y a la question de la présence des femmes sur les antennes radio ou télé, mais après, il y a la question de leur temps de parole, parce qu'il est différent encore de leur temps de présence. Et c'est là où c'est dingue, c'est-à-dire que en termes de temps de parole, les femmes parlent en moyenne 30-35% et les hommes 65-70% dans un débat. Donc voilà, donc il y a aussi la question de savoir s'imposer dans un débat, de savoir prendre la parole et de la garder. Comment vous faites attention justement à avoir des femmes réalisatrices, à avoir la représentation des femmes, à des sujets? Vous m'aviez dit qu'il y avait certains quand même domaines qui étaient quand même encore squattés par les hommes, comme les documentaires scientifiques ou historiques. Absolument, ça rejoint sur la présence des expertes sur les plateaux. Et ce qui a quand même provoqué cela, c'est qu'on a vu à quel point les femmes étaient très peu dans le domaine de la science, comme s'il y avait dès l'éducation des petites filles, en tous les cas à l'école, une sorte de plafond de verre où on ne sait pas pourquoi on disait très vite aux petites filles, vous êtes littéraire, vous êtes artistique, mais vous n'êtes pas comment dire, vous n'êtes pas dédié au domaine de la science et des mathématiques. Donc c'est vrai que du coup on retrouve ça en matière de réalisation de documentaires, c'est qu'on voit que, alors en termes de documentaire, contrairement à la fiction, bon, le documentaire est un peu le genre un peu pauvre de la télévision aussi, donc c'est moins d'enjeux financiers. Donc on a à peu près 30% de femmes qui réalisent des documentaires. Donc on se dit au départ, c'est pas mal. Puis après, on regarde dans le détail. C'est vrai que les documentaires scientifiques et des documentaires historiques sont complètement squattés par les hommes. Et de ce fait, les femmes ont pris le champ qu'on leur laissait, c'est-à-dire beaucoup de documentaires société. Pratiquement tous les documentaires société, ce sont des femmes. Et c'est vrai que ce sont des documentaires à des budgets
budget moindre, qui sont moins en prime time, qui sont plus en deuxième partie de soirée. Et c'est vrai que l'histoire, de toute façon, l'histoire a toujours été écrite par les hommes, enfin pendant très longtemps, par les vainqueurs et par les hommes. La science, comme je le dis, c'est un domaine où il y a très très peu de femmes. Donc comment on fait aujourd'hui? Alors à la fois dans nos documentaires, nous aussi, on demande maintenant, parce que dans nos documentaires scientifiques, il y a à la fois les réalisatrices et les autrices, et puis aussi bien sûr les expertes ou les experts qui contiennent ces... Donc de plus en plus, on demande aux maisons de production, pareil, il y a des listings, trouver des femmes scientifiques expertes. On sait qu'il y en a moins en termes de nombre, mais il faut absolument justement qu'on les ait. Et comme on disait précédemment, en plus, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus, se sentent moins légitimes. Donc, avant de participer à un film, ça va être souvent est-ce que je suis à la hauteur? Et c'est vrai que les hommes se posent très peu cette question. Donc, nous, on est vraiment dans l'incitation, en tous les cas avec les maisons de production avec lesquelles on travaille, et puis aussi l'incitation. Puis de notre part aussi, c'est faire confiance à des jeunes femmes réalisatrices qui démarrent pour des grands films d'histoire de plus en plus et de science, à les encourager. Puis après, bien sûr, c'est dans le modèle aussi, dans les films, comment la place des femmes dans nos films, et c'est toujours d'ailleurs pour ces domaines de science et d'histoire, offrir des modèles. Donc c'est vrai qu'on consacre beaucoup de films aussi sur des femmes, des femmes politiques, des femmes scientifiques, des femmes qui ont fait bouger le monde. Je pense que ça passera, ça va être un petit peu long, mais aussi par l'éducation qu'on aura des petites filles et des jeunes filles. Là, on parle beaucoup d'égalité, et tant mieux, mais comment aussi, parce qu'on voit le rapport du CSA, qu'on pêche quand même partout au niveau de la diversité. Comment on travaille quand on dirige une unité de documentaire sur ce sujet de diversité? La diversité, c'est toute la diversité. Alors pareil, nous, on est très comment dire, au sein de France Télévisions, et ça ne concerne pas que l'unité documentaire, c'est aujourd'hui que la diversité, c'est simplement aussi la représentativité de la France. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans nos documentaires, ne plus représenter ce que sont les Français et la France. Donc dans toute sa diversité de genre, d'origine, de religion, c'est absolument... Donc il faut être offensif. Il faut être proactif, comme on dit. C'est pas juste, c'est savoir aussi. Alors c'est très compliqué en France, comme vous savez, de compter, mais à un moment, c'est de se dire comment. On fait beaucoup. Alors malheureusement, avec la pandémie, c'est plus compliqué, mais en tous les cas, moi, j'y suis extrêmement attachée. On fait des masterclass, donc en partenariat avec Lumni, qui est notre plateforme éducative, sur beaucoup de films, que ce soit des films d'ailleurs de société sur les femmes d'aujourd'hui, comme on fait des films par exemple de Bouchra Azouz, Meuf de cité, des films où on va dans les collèges, on va dans les lycées, ou au contraire, on faisait venir aussi, c'était les élèves à France Télévisions pour parler des films, pour parler des femmes, et puis bien sûr, pour des jeunes filles et des jeunes hommes d'ailleurs, de voir des femmes réalisatrices, de voir des femmes qui prennent la parole, que ça soit pour des choses très dures comme les violences faites aux femmes, mais pas seulement aussi pour des femmes agricultrices, des femmes qui sont actrices de leur vie. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ce travail de terrain, c'est d'amener les films, parce qu'on sait que les jeunes regardent de moins en moins la télévision. En revanche, il faut absolument qu'ils aient accès à ces films, et c'est leur montrer ces films, partager avec leurs professeurs, et c'est vraiment donner des rôles modèles. Et je dis toujours, ces rôles modèles, ça va, lorsqu'on fait un film sur Simone Veil, à un film comme Meuf de cité. C'est-à-dire que c'est vraiment partager et montrer que plein de choses sont possibles. Et c'est vraiment notre rôle à France Télévisions aussi, d'amener ces films vers les jeunes. Là, je voulais passer la parole à Hélène Edzi, qui est présidente de Walt Disney Company France, parce que Walt Disney Company, c'est des films, c'est la télévision, c'est du streaming, avec des contenus quand même très emblématiques, comme elle dit, qui font partie de la pop culture et qui nourrissent l'inconscient collectif. Moi, j'ai grandi avec des héroïnes qui s'appelaient Cendrillon, Blanche-Neige. C'est plus tellement les héroïnes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Mulan, on a Le Roi Lion avec des acteurs qui ne sont pas blancs, parce que c'est logique, ça se passe en Afrique. Il y a eu un progrès quand même considérable sur la représentation des femmes et des personnes non blanches chez Walt Disney. Voilà. Bonjour à tout le monde déjà. Oui, en effet, je pense qu'il y a
on a beaucoup évolué, évidemment, et c'est important parce qu'on a une responsabilité très lourde, finalement, quand on s'appelle Disney et quand on est un média, hein, comme France Télévisions et beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que nos films, nos séries sont très populaires et rentrent dans la vie des gens et forment parfois les aspirations et les perspectives, donnent des perspectives à des jeunes, des jeunes filles, des jeunes hommes, et on doit justement être un peu en avance finalement d'un temps pour mieux représenter la société dans laquelle on a envie de vivre finalement. Et c'est vrai que vous mentionnez nos princesses, elles ont quand même beaucoup changé, nos princesses, hein, depuis Cendrillon et La Belle au bois dormant. Je pense que nos personnages vivent dans leur temps et représentent leur temps. Et Tiana, par exemple, qui était la princesse, pour celles et ceux qui s'en souviennent, de La Princesse et la Grenouille, ça date déjà de 2009. C'était la première princesse noire de peau et dont l'aspiration principale était de monter sa propre affaire, sa propre entreprise. Et ça a été un moment, je pense, important dans la représentation des jeunes femmes dans des grands films. On a eu Réponse, on a eu Rebelle, on en a eu beaucoup. Reine des Neiges, évidemment, tout le monde s'en souvient, je pense, de celle-ci, et pas seulement pour la musique. Nos super-héros, c'est pareil. Captain Marvel, pour ceux qui sont fans de Marvel, le personnage central, c'est une femme et elle a des super-pouvoirs au même niveau, voire au-dessus des super-pouvoirs des hommes. Donc, il faut aussi montrer des femmes puissantes, des femmes qui s'imposent en tant que telles dans nos films et dans nos séries. Des femmes puissantes qui n'attendent pas le prince charmant, parce qu'on a quand même beaucoup reproché. Voilà, donc ça, je crois que ça y est, Voilà. c'est réglé. C'est vrai dans nos séries de fiction d'ailleurs. Hein, quand on produit Grey's Anatomy ou Scandale, là, on ne s'adresse pas forcément à des jeunes enfants, on s'adresse à des adultes, à des jeunes adultes. Et qu'est-ce qu'on montre? On montre qu'une femme peut être chirurgien, peut être médecin, peut faire de la politique, peut être journaliste et avoir les mêmes chances de succès qu'un homme. Alors, comment on est parvenu à cette évolution, parce que c'est une société américaine au départ, parce qu'il y a eu des quotas, il y a eu la volonté d'avoir des femmes réalisatrices, des autrices, des scénaristes, parce qu'il y a un gender diversity qui est monsieur ou madame diversité sur les bateaux. Comment on fait alors? Alors, c'est une approche qui est très volontariste. Hein. Pour arriver à bouger les lignes et le faire assez rapidement, finalement, il faut une approche très volontariste. Et vous avez raison, ça passe par les dirigeants, ça passe par les personnes qui, tout en haut, donnent la direction et mettent en œuvre finalement des plans d'action concrets en faveur de cette diversité. Et c'est vrai que chez Disney, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes maintenant au plus haut niveau, et pas seulement dans les fonctions traditionnelles dévolues aux femmes. On a notre CFO, par exemple, Christine McCarthy, c'est une femme depuis des années. Notre DRH est une femme. La patronne du streaming et de l'international est une femme. La patronne de National Geographic est une femme et la patronne de notre studio, un des studios les plus emblématiques de Disney, c'est le studio d'animation, c'est maintenant une femme, elle s'appelle Jennifer Lee et c'est elle qui a créé La Reine des Neiges. En France, je suis la première présidente femme de la Walt Disney Company et on existe depuis 1934. Donc, c'est une avancée. Ça aurait pu arriver plus tôt, c'est arrivé maintenant et c'est très bien. La patronne de Disneyland Paris, qui est une entité séparée, est une femme. Donc, je pense que ça contribue énormément aussi à faire évoluer les mentalités. Ensuite, il faut se donner des objectifs et il faut compter. Quelqu'un disait il faut compter, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est compliqué, on ne peut pas tout compter en France, mais
au moins en interne, il faut se donner des objectifs et on s'en est donné pour avoir 40% de femmes à peu près derrière la caméra sur toutes nos prochaines productions. On se l'est donné au niveau global. Et ça arrive véritablement quand on voit le succès d'un film comme Nomadland. Vous avez peut-être entendu parler de ce film réalisé par Chloé Zhao, qui est une jeune réalisatrice d'origine chinoise et qui vit aux États-Unis. Nomadland est un film qui a reçu tous les honneurs jusqu'à maintenant. On est bientôt aux Oscars, on verra si ça se concrétise. Mais c'est un film qui est fait, qui a été pensé, fait, réalisé par une femme, joué, le rôle titre est tenu par Frances McDormand, c'est une femme ô combien engagée. Et donc, cette réalisatrice va continuer à travailler pour nous et à nourrir en fait cette démarche. Mais on en a plein. Hein. On a Mulan, ça a été réalisé, le film de fiction donc l'année dernière a été réalisé par Niki Caro, qui est une femme. Donc, c'est quelque chose qu'on continue. On a annoncé des productions en France pour notre service de streaming Disney+. Et avec les producteurs français, on a une démarche très volontariste. On est très impliqué dans le choix des équipes d'écriture, des équipes de réalisation, des équipes techniques et des équipes qui sont évidemment devant la caméra et du cast. Donc, ça prouve bien, vous êtes toutes présentes là aujourd'hui, que ce soit Catherine Alvarez ou Perrine, qu'il faut des femmes, donc il faut la parité, il faut aussi des chiffres. C'est vrai, quelqu'un rappelle qu'il faut compter les femmes pour qu'elles comptent, a dit Elisabeth Moreno, la ministre. Cette présence, elle est importante, c'est ce que nous réclamons depuis longtemps. Et justement, je voulais demander à Zaya Azouani, qui est chef d'orchestre, et c'est rare, et qui a créé son propre orchestre qui s'appelle Divermento. Elle est une femme de la diversité. Quel est son rôle? Comment elle se perçoit et qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message? Parce qu'elle travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis. Zaya? Voilà. Bon. Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer avec vous. Alors, en effet, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de son, donc je n'ai pas entendu toute la question. La question, c'est qu'on a parlé de la présence des femmes qui font changer les choses. Oui, tout à fait. On a parlé au Disney Company comment des femmes qui sont réalisatrices, autrices, font changer, mettre des héroïnes. Et vous, quelque part, vous êtes une héroïne, dans le sens où vous êtes une chef d'orchestre, c'est très rare. Vous avez, comme toutes les femmes chefs d'orchestre, créé votre propre orchestre. Sinon, on ne va pas vous aider. Mais vous travaillez, ce que j'expliquais, c'est que vous travaillez aussi en Seine-Saint-Denis. Vous travaillez auprès de jeunes. Tout à fait. Comment on fait quand on est une chef d'orchestre comme vous pour faire passer ce message qu'il faut des femmes, qu'il faut attirer les jeunes femmes et les jeunes hommes, mais surtout les jeunes femmes dans la musique. Tout à fait. La population, voilà. Je vais vous raconter un peu. Oui, merci. Écoutez, on fait en fait tout simplement, c'est-à-dire que c'est vrai que alors moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai été engagée dans mon parcours musical, c'est vrai que je voulais devenir chef d'orchestre, mais c'était compliqué de m'y projeter parce que je ne voyais pas de femme chef d'orchestre. Alors, vous avez cité Claire Gibault tout à l'heure, qui en effet qui a été un petit peu plus en avance. Qui est un peu plus en avance aussi dans son parcours et dans son expérience. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu la rare à laquelle j'ai pu un petit peu m'identifier, mais en fait, très concrètement, et comme elle le dit aussi très justement, en fait, aujourd'hui, les femmes, pour qu'on puisse exister en tant que chef d'orchestre, il faut qu'on crée nos propres ensembles. Et donc, moi, j'ai créé l'orchestre Divertimento. Alors, pour plusieurs raisons, évidemment, j'avais envie d'exister parce que, à l'époque, j'étais jeune, j'étais une femme. J'ai grandi aussi dans un quartier populaire. Donc, c'est vrai que je n'avais pas forcément, et je n'avais même pas du tout le profil pour être invitée à diriger des orchestres institutionnels, des orchestres nationaux, internationaux. Et puis, donc je me suis dit, je vais créer moi-même mes propres conditions. C'est vrai que je me posais beaucoup de questions à l'époque, donc je me suis dit à un moment donné, Zaya, au lieu de te poser des questions, trouve des solutions. Et donc moi, ma solution, ça a été en effet de créer cet orchestre, mais aussi parce que j'avais aussi envie et besoin d'apporter des approches aussi différentes dans cet univers de la musique. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la place, en effet, des femmes dans le milieu culturel.
aujourd'hui, dans le milieu de la musique classique particulièrement, il y a très peu de femmes à la tête des institutions. Il n'y a pas de femmes, enfin, ils viennent d'en nommer une tout récemment à la tête d'un des orchestres nationaux en France, mais pendant des années, des décennies, il n'y en a pas eu. Il y a très peu de femmes aussi à la tête des orchestres dans les programmations de la Philharmonie, si vous regardez, ou de l'Opéra de Paris. Donc, en fait, c'est peut-être un des endroits qui est les plus inégalitaires sur la place des femmes. Et je trouve que c'est un sujet qu'il faut aborder à la fois sur la dimension de la mixité, mais aussi de la diversité. Parce que quand je me retrouve parfois autour de la table avec d'autres responsables institutionnels de la musique classique, et ben souvent, je suis la seule personne qui a moins de 50 ans, je suis la seule femme, et je suis souvent la seule personne qui n'a pas un nom à particules. Donc, en fait, c'est un sujet qui est encore plus profond que ça, c'est-à-dire que je pense que c'est un domaine dans lequel il faut qu'il y ait beaucoup plus de diversité sociale, de diversité culturelle, et que je pense que quand il y aura des personnes qui incarneront plus tout ça, et évidemment des femmes, et parce que ce n'est pas que sous l'angle de la place des femmes, même si ça reste pour moi très important et prioritaire, mais c'est aussi sur cette dimension de la diversité sociale et culturelle. Et je pense qu'il y aura des approches en effet différentes. Et pour ma part, c'est ce qui m'a aussi amené à fonder cet orchestre Divertimento il y a plusieurs années, parce qu'en fait, il y avait un peu une seule façon de faire de la musique en France, c'est-à-dire jouer les œuvres dans un type de format de concert, dans les grandes salles de concert, et c'est tout. Et que moi, j'ai grandi dans un quartier populaire avec les œuvres de Beethoven, de Mozart, de Debussy. Et c'est ce qui m'a permis aussi de croire en des grandes ambitions, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a émancipée, c'est ce qui m'a aussi fait croire que tout était possible. Et donc, j'ai créé cet orchestre. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'ADN de cet orchestre, c'est aussi en effet d'aller à la rencontre des publics dans les territoires pour faire en sorte que cette musique classique, elle puisse être partagée par tout le monde, à la fois dans les grandes salles de concert comme dans des lieux à dimension un peu plus locale, et faire en sorte que ça soit une culture que tout le monde puisse s'approprier, qu'elle devienne populaire dans le sens beau du terme. Et donc, autour de ça, pour permettre ça, en effet, moi, je fais tout un travail pour que des jeunes, des familles, des publics au sens large puissent découvrir la musique et envie de venir au concert. Et aujourd'hui, dans beaucoup de concerts que nous donnons en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres quartiers populaires en France, c'est possible et on a du monde. Donc, en fait, il faut surtout pas s'arrêter sur des idées reçues qui circulent aujourd'hui, sur le fait qu'il y en a, ça ne les intéresse pas. Et surtout, derrière, on permet aussi à des jeunes filles et à des jeunes garçons, d'ailleurs, de voir une femme chef d'orchestre, de voir une femme trompette solo ou corniste, ou dans des instruments où habituellement, pareil, les femmes ont peu de place. On valorise beaucoup les talents féminins, les compositrices femmes, les metteurs en scène aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de montrer ça. Et donc, c'est vrai que on n'a pas forcément aujourd'hui toute la même place. Alors, il y a par exemple, aujourd'hui, par exemple, il y a un concours qui a été pas mal mis en lumière récemment, la Maestra, par exemple, pour mettre en avant des talents féminins donc de la direction d'orchestre. Sauf que derrière, par exemple, au niveau, par exemple, je parle de la Philharmonie de Paris, mais d'autres institutions aussi, c'est pas pour autant que tous les jours de l'année, on va permettre à des femmes de pouvoir être programmées à la tête des orchestres nationaux et internationaux, ou même à la tête de nos orchestres. Donc, en fait, de temps en temps, il y a des petits coups de com' ça. Alors, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais c'est un travail de fond qu'il faut aussi prendre dans la durée. Et voilà. Et donc, moi, j'essaye à ma petite mesure de permettre aussi à des jeunes filles de s'identifier et des jeunes garçons aussi, et de voir qu'en fait, c'est pas réservé qu'à des hommes ou qu'à des femmes, et que en fait tous les métiers sont possibles. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un travail de fond à faire dans beaucoup de domaines de la musique classique, de la culture, à la fois pour la rendre accessible partout en France, et que ces inégalités, en fait, on arrive à les combattre tant sur la dimension territoriale que sur la place des femmes aussi dans ce milieu musical. Oui, parce que vous m'avez dit une chose qui m'a un peu frappée. Vous m'avez dit, je joue avec mon orchestre dans le 93, dans le monde entier, et seulement un concert par an à la Philharmonie de Paris. Donc, oui, voilà. Bah oui, après, voilà, en effet, ça sera peut-être aux responsables de la Philharmonie de répondre, mais c'est vrai que bon, moi, j'ai droit à un concert par an, alors j'aimerais bien m'y produire plus. Après, je m'y produis aussi par ailleurs, mais voilà, il faut aussi que derrière, on ne peut pas être que d'accord avec ce combat-là et pas être présent dans les actes, en fait. Et que parfois, dans les actes, c'est comme ça aussi. Hein, et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des chartes que les orchestres nationaux de toute la France signent en disant qu'ils invitent à parité les hommes et les femmes, par exemple, à diriger les orchestres. Bon, si c'était le cas, je pense qu'avec quelques collègues de chefs d'orchestre, on travaillerait H24 tellement on aurait du travail
Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, en fait. Donc, il y a aujourd'hui des chartes qui sont signées, des engagements qui sont pris, mais dans la réalité des choses, on est encore très, très loin et avec des résultats qui sont très en deçà. Donc là, maintenant, il faut, je pense, très sincèrement réinterroger tous les projets et peut-être faire de nouveaux arbitrages pour que cette notion-là de la place des femmes, des talents féminins, soit vraiment une priorité dans toutes les institutions culturelles. Parce que si on n'est pas très volontariste, et ben, malheureusement, moi, depuis que j'ai créé l'Orchestre Divertimento, je l'ai créé parce qu'il n'y avait pas de femmes à la tête des orchestres nationaux. Il n'y en a pas eu pendant 25 ans. Et là, il y en a péniblement une. Donc, franchement, on peut encore en faire très longtemps, quoi. C'est dommage que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ait un empêchement de dernière minute, parce qu'on aurait bien voulu lui poser la question, parce qu'on m'avait dit, ça changera, il faut de la volonté politique, mais il faudrait un ministre de la Culture qui ait de l'audace. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup d'audace, peut-être. Et oui, il faut de l'audace. Oui, en effet, il faut de l'audace parce qu'en fait, bouger les lignes, c'est pas facile, c'est pas simple, et qu'on est particulièrement, alors même si parfois on pense que l'univers culturel, c'est un univers de personnes éclairées, c'est peut-être le cas, mais c'est aussi un univers qui est quand même très ancré dans certaines traditions, parfois dans certains paradoxes. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de ministre de la Culture qui impose, par exemple, que les grandes institutions culturelles qui sont financées à plusieurs dizaines de millions d'euros par an par de l'argent public, n'aillent, par exemple, s'engager dans des quartiers populaires, par exemple, qu'ils s'engagent aussi à ce que les femmes aient une place importante dans la vie de ces institutions. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même de l'argent public, c'est la puissance publique, et donc elle doit être exemplaire. Et qu'aujourd'hui, si on n'est pas beaucoup plus volontariste, et en effet, il faut un ministre ou une ministre qui soit audacieux et qui ose porter tout ça. C'est aussi des changements qui s'inscriront dans une durée. Et que parfois, on est tellement dans une culture de l'immédiateté, de résultats tout de suite, que, en fait, voilà, il y a parfois des petites actions qui sont menées par-ci, par-là, mais ce n'est pas du travail de fond. Donc oui, je suis assez d'accord, parce que faire changer les choses, ça va forcément créer aussi des résistances à ce changement-là. Et donc, il faut être audacieux pour faire face à tout ça, et que c'est un milieu culturel qu'il faut vraiment changer très profondément, à la fois pour sa dimension peut-être d'égalité d'accès, et sur la place des femmes. Donc, je crois que c'est les deux sujets qui sont importants aujourd'hui. Alors, ça a bougé à l'Opéra de Paris, puisqu'il y a un rapport qui a été réalisé sur la diversité. On parle aussi de travailler sur le recrutement des jeunes artistes. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le prix qu'a reçu Marie-Laure Garnier aux Victoires de la musique classique, qui vient de Guyane, d'Outre-mer. Et on dit aussi qu'il faudra aller chercher des talents ailleurs. Comme vous parlez du 9-3, mais ça peut aussi être l'Outre-mer. Peut-être qu'on a un problème de recrutement aussi. Oui, alors après, en effet, vous avez tout à fait raison. Et après, c'est surtout que souvent, et je trouve que c'est très important de montrer ça en exemple, parce que ça montre que c'est possible, et que ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, ça demande aussi que pour qu'on puisse après avoir beaucoup plus de diversité dans nos milieux. Et moi, je sais que souvent, on me demande, on dit, oui, mais Zaya, vous parlez de diversité, mais quand je vois votre orchestre, par exemple, j'aimerais bien voir plus de personnes issues de la diversité, de couleur noire, par exemple. Et je dis, mais vous savez, alors déjà, moi, j'ai la parité dans mon ensemble, et largement, donc c'est déjà un gros travail, mais il faut plus de 20 ans pour former un jeune musicien. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas être que des personnes comme ça, moi toute seule, qui portent ce sujet-là, mais on doit le porter à la fois au niveau de l'éducation nationale, du ministère de la Culture, et de faire en sorte qu'on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir. Et pour réussir dans la musique classique, c'est du sport de haut niveau comme d'autres arts. Il faut travailler plusieurs heures par jour, il faut être accompagné, il faut avoir des instruments de grande qualité, il faut aller voir les bons professeurs. Donc aujourd'hui, les quelques personnes que l'on voit émerger, c'est des personnes qui, comme moi, et je me mets dedans, ont eu parfois la chance de rencontrer la bonne personne, mais que si on veut changer profondément, il faut donner les moyens aux conservatoires, aux collectivités, dans les milieux ruraux, dans les milieux urbains, de pouvoir accompagner ces jeunes. Donc ça c'est un travail qui se fera dans une durée très longue, pour que peut-être dans 2-3 générations, quand les visages qui incarnent la diversité, ou les jeunes, on les verra en effet dans les orchestres professionnels, dans les ballets de l'opéra. Mais ça, c'est un travail de fond qu'il faut arriver à faire, et ce n'est pas le niveau d'exigence qu'il faut baisser, c'est la façon dont on amènera ces jeunes à y parvenir. Et c'est là où il faut être inventif, c'est là où parfois il faut mettre plus de moyens, et c'est là où parfois aujourd'hui on n'a pas forcément toutes les réponses, parce que y a encore beaucoup de choses à changer. Et donc c'est vrai que ce rapport, il est intéressant, ce qui
pointe du doigt là où il faut travailler. Par contre, il faut vraiment changer notre système éducatif, nos établissements d'enseignement artistique pour faire en sorte qu'on puisse arriver à ces objectifs dans les prochaines décennies. Alors ça, c'est une question que je pose à toutes les participantes. On a vu quand même qu'il y a des frictions, il y a des débats assez forts en France quand on parle de diversité. Il y en a qui ont peur des quotas. Est-ce que justement, la Walt Disney Company, vous avez eu des réactions un peu négatives? Vous dites vous-même qu'il faut une mise à la culture qui est de l'audace. Est-ce que c'est audacieux aujourd'hui d'exiger quand même la représentation de toute la France dans sa diversité? Est-ce qu'il y a des retours de bâton? Hélène Edzi ou même Catherine Alvarez, est-ce que c'est facile de porter c'est pas facile, c'est pas facile, mais des retours de bâton, non. Enfin, en tous les cas, à France Télévisions, on a la chance d'avoir comme présidente Delphine Ernotte qui, pour ça, nous encourage plus que nous encourage dans la représentation de la diversité, dans toute la diversité. Après, je suis totalement d'accord avec ce que disait Zaya, c'est que c'est du terrain en permanence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment jamais lâcher, que ça va prendre du temps, que moi c'est pour ça que je pense que c'est absolument sur les rôles modèles et sur le comment dire et sur tout ce qu'on doit faire avec sur la place de l'éducation. Donc où c'est compliqué, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, que si on veut la télévision, si on veut parfois aller vite, alors par exemple pour des choix d'experts, on peut à un moment se dire bon bah on va plus vite, on va prendre que des hommes, on va prendre que des hommes blancs, enfin ça va être plus simple. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il ne faut absolument jamais lâcher, tant dans ce qu'on propose, là je parle en tant que documentaire, dans ce qu'on propose dans nos thématiques documentaires, quand on décide de parler de la violence faite aux femmes, quand on décide de parler de la violence faite aux enfants, quand on décide de faire un documentaire sur qu'est-ce que c'est être noir en France, je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple, mais à la fois, si nous on fait pas service public, qui va le faire aussi. Donc nous, c'est absolument quelque chose de voilà, il faut jamais, jamais lâcher, tout simplement. Hélène? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je parlais d'approche volontariste tout à l'heure et dans la durée, c'est-à-dire que c'est important que ce soit. C'est pas un coup comme ça parce que on en parle. C'est quelque chose qui doit démarrer au plus haut niveau de l'entreprise et qui doit s'établir dans la durée. Et je pense qu'il faut aussi des outils pour nous aider à compter, à être, parce que c'est un énorme chantier quand on regarde la variété de contenus, de films, de séries, de documentaires qu'on peut faire. Hein. Pareil pour France Télévisions et beaucoup d'autres médias. Ce qui est difficile aussi, c'est d'arriver à faire la synthèse et à se dire, est-ce qu'on a bien représenté? Et nous, on a une femme d'ailleurs, chez Pixar, a décidé de créer en fait un système, une sorte d'application qui permette de compter et de favoriser justement ce compte. Et grâce à ça, on a pu faire évoluer, faire bouger les lignes de manière très, très, très forte, puisqu'on a aujourd'hui une parité, une très bonne représentation dans notre dernier film qui s'appelle Soul, par exemple, qui est un film animé de Pixar. On a vraiment 50-50, hommes, femmes, personnages masculins, personnages féminins. On partait de très loin, très honnêtement, malgré les progrès qui avaient été faits au fil des années. Le fait de pouvoir mettre ça dans un système, le compter assez facilement et le partager avec l'ensemble de ceux qui créent, de ceux qui imaginent nos films, nos séries, nos documentaires, et de leur faire, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Encore une fois, hein, on revient à des actions concrètes et efficaces. Et je crois que ça, c'est ce vers quoi il faut tendre de plus en plus. On ne peut pas juste avoir des théories et des bonnes intentions. Il faut être dans le compte et dans les bilans. C'est bien que vous parliez d'actions concrètes parce que c'est le but de l'objectif de ce think tank, c'est justement d'arriver à des propositions concrètes qu'on fait un livre blanc et qu'on remet après aux autorités. Mais donc vous, votre proposition principale, c'est compter. D'ailleurs, on voit que grâce au CSA, on a avancé grâce au travail du CSA sur la présentation des femmes, de la diversité. On a des chiffres et ça nous a permis d'avancer. Donc vous pensez, voilà, vos propositions, ça serait ça. C'est vraiment compter l'index parité donc, que le gouvernement a mis en œuvre, je pense, il y a déjà, c'est la 3e année qu'on le livre, est une bonne chose. Et il faut continuer, peut-être le renforcer. Et puis, il faut compter toute
toutes les genres qui sont représentés et, voilà, et partagés. Et ce n'est pas tellement vis-à-vis de l'externe, honnêtement, c'est aussi vis-à-vis de l'interne. Je pense que c'est très important que tous ceux qui créent des contenus et des personnages et des rôles modèles puissent avoir conscience de ces sujets-là. Parce qu'on résout une partie des problèmes si l'ensemble des salariés et de nos partenaires, d'ailleurs, partenaires producteurs, mais qui sont, je trouve, de plus en plus sensibles et motivés également sur ces sujets-là. Mais le fait de partager ces comptes, entre guillemets, nous aide beaucoup. Donc, il faudrait un index aussi de diversité, comme on a un index de l'égalité, ou c'est compliqué? Alors, je pense qu'il faut aller par exemple, étape par étape. Ça peut être quelque chose à terme, effectivement, mais je pense qu'il faut engager l'ensemble des salariés sur ces sujets. C'est vraiment très important. Nous, on a créé des groupes d'employés, on les appelait les Jedi, évidemment, parce qu'on a nos propres, mais ce sont des groupes d'employés qui se rassemblent sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, on en a un sur l'égalité homme-femme, on en a un sur les communautés LGBTQ+, on en a un sur la diversité, et tous ces gens-là travaillent ensemble à regarder ce qui se fait, ce qu'on pourrait améliorer. C'est concret, c'est pragmatique, c'est simple, c'est pas révolutionnaire, mais je pense que ça marche et ça engage véritablement derrière les mêmes combats parfois et les mêmes objectifs la totalité de l'entreprise. Zaya, quelles seraient vos propositions à vous? Ou quelles sont vos propositions? Écoutez, moi, mes propositions, elles seraient que… alors, aujourd'hui, parce que en fait, moi, j'associe toujours cette dimension pour qu'il y ait plus de femmes dans le milieu de la musique classique et de la culture particulièrement. Il faut que, en fait, ça se travaille avec la diversité au sens large du terme. Voilà, donc en fait, moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on amène tous ceux qui bénéficient de financement public à avoir un cahier des charges qui va travailler justement sur ces sujets de la diversité, de la mixité femmes-hommes et d'imposer des quotas sur les projets qui vont être amenés à porter sur ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a par exemple aujourd'hui parfois beaucoup de fonds publics qui sont destinés à certains projets qui ont un rayonnement qui est très petit, et puis d'autres parfois qui auraient besoin d'avoir au contraire plus de financement. Donc à partir du moment où on a des financements publics, il faudrait qu'il y ait un cahier des charges qui aborde justement la valorisation des talents féminins, la place justement des femmes-hommes, l'égalité femmes-hommes, la mise en place dans les… et le rayonnement des actions justement sur des territoires très différents. Et puis moi, je mettrais très concrètement en place les quotas. Alors, je n'étais pas forcément pour il y a quelques années, mais aujourd'hui, en fait, je sais que ça a fonctionné dans le monde politique, ça fait quand même changer les lignes, ça fait bouger les lignes, ça fait changer les choses. Aujourd'hui, il faut très concrètement qu'il y ait ça. Et puis qu'après, quand on parlait tout à l'heure d'audace, aussi, quand il y a des nominations qui se font au niveau de l'État à la tête des grandes institutions culturelles, et qu'aujourd'hui, on nomme aussi plus de femmes, parce que c'est pas, je veux dire, c'est quand même des postes qui sont aussi soumis à nomination parfois directe du président de la République ou de la ministre, et que concrètement, il faut qu'ils prennent aussi des décisions franches, et qu'on ne peut pas être pour un sujet et ne pas faire ce qu'il faut derrière. En fait, aujourd'hui, c'est impossible. Dans tous les domaines de la culture, on a des personnes de qualité, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, il faut qu'on puisse le voir. Donc, en fait, voilà, moi, je dirais qu'il faudrait être quand même assez volontariste et faire en sorte qu'on ait un des cahiers des charges beaucoup plus précis sur ces sujets-là, parce que là, je parle des fonds publics parce que la culture en France, et notamment la musique, est quand même beaucoup financée par les fonds publics, et que du coup, là-dessus, c'est l'argent du contribuable, et qu'on se doit, au même titre que Catherine parlait tout à l'heure de France Télévisions, en tant que service public de l'audiovisuel, ils avaient une responsabilité. Les grandes institutions culturelles ont une responsabilité vis-à-vis de ça. Et puis voilà, et donc de mettre aussi en valeur peut-être plus encore les projets qui sont déjà portés par des femmes, pour justement mettre en lumière ces rôles modèles qui sont aussi très importants. Perrine, qu'est-ce que vous pensez des quotas? C'est un mot qui fâche souvent.
Ouais, c'est un mot qui fâche, mais c'est vrai que je me posais justement cette question-là en écoutant tout le monde, parce que je vois bien que tout en interne dans nos entreprises, on se fixe des objectifs chiffrés, précis, qu'il y a effectivement des task force qui se mettent en place dans chaque entreprise pour essayer voilà, de pousser la présence des femmes dans nos productions, dans les médias, dans les productions culturelles, etc. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faut aller un peu plus loin? Est-ce qu'il faut encourager les pouvoirs publics, les politiques, à instaurer des quotas, comme ça a pu être fait justement dans le milieu politique, pour qu'il y ait vraiment cette présence des femmes un peu plus forte, en fait? Est-ce que nos objectifs précis, chiffrés qu'on se fixe vont suffire, en fait? C'est la question que je me pose aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il suffit parfois d'une crise sanitaire comme aujourd'hui pour bousculer pas mal de choses qui nous semblaient acquises. C'était d'ailleurs Simone de Beauvoir qui disait que les droits des femmes n'étaient jamais acquis et qu'il fallait qu'on reste vigilante toute notre vie et qu'il suffirait d'une crise, qu'elle soit politique, économique ou religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en question. Donc, est-ce que ça doit passer par une politique des quotas? Là, effectivement, c'est dommage que la ministre ne soit pas là pour à la fois nous parler de son parcours politique. Elle a été elle-même confrontée beaucoup à ces problèmes de parité en politique. Et puis, au-delà des quotas, je pense que les objectifs chiffrés qu'on se fixe, ils doivent être bien sûr quantitatifs, mais ils doivent être aussi qualitatifs. Parce que c'est bien de fixer des quantités, mais il faut aussi que ça soit qualitatif. Et si j'en reviens à mon domaine de journaliste, voilà, sur un plateau de débat à la télé ou à la radio, c'est bien d'avoir des femmes dans les débats, mais encore faut-il qu'elles parlent autant que les hommes. La présence d'une femme sur notre antenne dans un débat, c'est pas la même chose que la présence d'une personne dans un entretien seul pendant une vingtaine de minutes. Voilà, donc il faut que la qualité, en fait, il faut qu'il y ait des critères qualitatifs aussi qui soient fixés, au-delà de la quantité de la présence de femmes sur les antennes de radio, de télé. Je le disais tout à l'heure, il y a le temps de présence, mais aussi le temps de parole. Et ce temps de parole-là, il est encore très majoritairement détenu par les hommes, hein, quasiment à 70%. Donc, il y a là aussi beaucoup de chemin à faire. Et c'est vrai que nous, les entreprises publiques, en tout cas les médias publics, on a un vrai rôle d'entraînement à jouer et de responsabilisation et de modèle, hein, vraiment de modèle à jouer. Et vous voyez vous avez d'autres propositions justement pour faire avancer l'égalité et la diversité dans le monde des médias? Il faut aussi que ces objectifs ils soient intégrés aux médias numériques. Il ne faut pas oublier les médias numériques, hein, qui se développent extrêmement, et c'est bien beau de nous imposer des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les antennes radio et pour les antennes télé, mais il faut également que ce modèle-là soit reproduit sur les médias numériques qui sont en fort développement aujourd'hui. Il faut que là aussi, la parité, la présence des femmes soit forte et qu'elle soit encouragée et valorisée. D'accord. Catherine Alvarez. Catherine. Ah, toujours un petit temps de... Nous avons perdu Catherine. Non. Ah, ça y est, c'était mon micro. J'étais là, mais ça, sur un petit temps, pardon. Je pense que les propositions, si on ne compte pas, à un moment, de toute façon, tout ça est un peu irréel. Et oui. C'est vrai que, comme a été dit par Hélène, le chantier est si vaste qu'à un moment, il faut que ça soit concret. D'abord, pour être concret, on compte. On se dit, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Non, en fait, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et pour la diversité dans son ensemble, hein, pour les femmes et la diversité. Démarrons là. Ensuite, en effet, je pense que pour les grandes entreprises et France Télévisions, médias publics, on s'engage, et c'est ce qu'on fait, hein, on met en place des outils au sein de l'entreprise, des cahiers des charges, que ce soit pour les contenus que l'on produit, mais aussi pour les embauches dans l'entreprise, ce qui est extrêmement important. Ça, faut vraiment, c'est là où on va démarrer aussi, les embauches de jeunes femmes, de personnes, de l'ensemble de la diversité, c'est absolument important. Et puis, donc, arriver à créer des contenus qui soient en miroir avec notre société française, qui représentent l'ensemble de la société française. Ces contenus, les produire justement avec des femmes, avec une grande diversité. C'est que les médias ne sont pas réservés qu'à une certaine élite, certainement pas.
Et puis après, je pense qu'en nous écoutant toutes, c'est un énorme travail de fond. Un travail qu'il ne faut pas lâcher, en effet, ce n'est pas juste faire quelques coups. Un travail de fond lié à l'éducation, j'en suis certaine, ça passera par là, à l'éducation, à ce fameux plafond de verre dont on parle, c'est plus possible. On arrive à un moment, à une époque, et avec ce qu'on vit en plus avec cette crise sanitaire, il faut absolument faire très, très, très attention. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas lâcher, que ça va être tout un travail de fond. Les choses ne vont pas changer tout, mais voilà, c'est le travail de fond sur le domaine de l'éducation qui, à mon avis, sera clé. Donc, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, que tout le monde travaille ensemble. C'est absolument important et c'est là qu'on gagnera, je pense. Merci. Merci à toutes. On aurait pu discuter encore longtemps. C'est un sujet passionnant, mais je dois rendre l'antenne, si j'ose dire, à Valérie Offenberg pour notre deuxième table ronde. Bien, merci beaucoup Catherine, je tiens vraiment à vous remercier pour cette table ronde vraiment très inspirante et j'ai bien retenu de vos échanges les éléments suivants, hein, donc l'importance du rôle modèle et du rôle de l'éducation, l'approche volontariste qui est absolument essentielle, mesurer, compter, avoir des objectifs chiffrés, des cahiers des charges, pourquoi pas des quotas. Et enfin, de l'audace à la fois pour les hommes et les femmes qui veulent se destiner à avoir des carrières artistiques et dans les médias, de l'audace aussi au niveau du gouvernement pour pouvoir faire avancer ces sujets aussi importants. Donc vraiment, merci beaucoup à vous toutes et j'espère que nous aurons l'occasion très bientôt, nous aussi, de mesurer et de compter les efforts et les réalisations dans le futur.